Si je décide de vous raconter cette histoire, vous risquez de ne plus jamais me voir de la même façon, mais il est nécessaire que je la partage, car certaines choses ne doivent pas tomber dans l'oubli. Des souffrances qui méritent d'être mises au jour pour qu'elles ne se répètent jamais. Je m'appelle Madame Sida, j'ai 74 ans, et ma vie est remplie de récits. Certains sont beaux, d'autres font sourire. Mais celui-ci n'a rien de joyeux. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous suivez mon histoire. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et liker la vidéo, cela m'aide énormément. Beaucoup de gens me regardent et voient juste une vieille dame avec un chignon bas, des mains ridées et un regard fatigué. Ils imaginent ma vie comme simple, faite de cuisine pour mes petits-enfants, d'entretien de la maison et d'attente du temps qui passe. Mais ce qu'ils ignorent, c'est tout ce que j'ai dû traverser pour être encore en vie aujourd'hui. J'étais une fillette qui a grandi en France dans les années 1960, à une époque où rien n'était facile. Nous n'avions aucun luxe, pas de voiture. Ma mère lavait le linge des autres pour nous faire vivre. Mon père travaillait quand bon lui semblait. Mais le pire dans cette maison, c'était lui, mon père. Un homme de peu de mots mais de cris abondants, des mains lourdes, imprégnées de l'odeur du vin rouge, avec un regard capable de nous faire baisser la tête sans qu'il ait besoin de prononcer un mot. C'était le type d'homme qui faisait trembler le quartier dès qu'il passait dans la rue, un homme que personne n'osait défier. Depuis que je me souvienne, il battait ma mère. Je voyais, j'entendais, mais je ne pouvais rien faire, car c'était la norme. Ma mère répétait qu'un mariage était pour le meilleur et pour le pire, et pour elle, il ne restait que le pire. J'ai grandi trop vite. À 9 ans, je savais déjà préparer les repas, laver le sol, et m'occuper de ma petite sœur Jeanne. Quand elle est née, ma mère était très faible, et c'est moi qui ai changé ses premières couches, qui l'ai bercée lors de ses premières nuits de pleurs. Je m'étais juré que personne ne lui ferait de mal, mais je n'ai pas pu tenir cette promesse. Nous vivions dans une petite maison dans un village de Provence, près d'une rivière qui traversait la commune. Ce n'était pas une maison en pierre, mais une de ces maisons en bois qui tremblaient au moindre coup de vent. À l'intérieur, 3 pièces, la cuisine, la chambre de mes parents, et notre petite chambre où je dormais avec Jeanne. Ma mère était mince, son visage marqué par la fatigue, toujours vêtue d'une robe fleurie et de vieilles pantoufles. Elle souriait peu, mais quand elle le faisait, tout semblait soudain un peu plus léger. Jeanne était l'opposé. Des yeux pétillants, un rire facile. Elle parlait sans cesse, inventant des histoires de princesses et de châteaux. Je l'écoutais avec bonheur, car dans son imagination, nous vivions dans un monde merveilleux. Mais il suffisait que le portail claque et que les pas lourds de mon père résonnent, pour que tout s'effondre. Nous devenions tendus. Le repas devait être prêt, son verre plein. S'il arrivait ivre, personne ne parlait. S'il était sobre, c'était pire encore. Car ivre, il se contentait de nous insulter. Sobre, il frappait, et nous devions accepter. Que pouvions-nous faire d'autre ? J'avais 12 ans lorsque j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Ma sœur, qui dormait paisiblement, a commencé à faire des cauchemars. Elle se réveillait en pleine nuit, en larmes, et quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle me serrait contre elle et murmurait qu'elle ne pouvait pas me le dire. Au début, j'ai pensé qu'elle avait peur de notre père. Après tout, qui n'aurait pas eu peur de lui ? Mais peu à peu, j'ai compris que ce n'était pas une peur ordinaire. Elle a commencé à se cacher dès qu'il arrivait. Si auparavant elle courait jouer dans la cour, maintenant elle restait silencieuse. Si avant elle demandait à être prise dans les bras de maman, elle se repliait dans un coin, recroquevillée comme un oiseau blessé. Jusqu'au jour où, au milieu de la nuit, un bruit m'a réveillée. Des pas. Mon père ne se levait jamais au milieu de la nuit. Il dormait profondément, ronflant fort. Mais cette nuit-là, il était debout. Je suis sortie de notre chambre sur la pointe des pieds. Le couloir était plongé dans l'ombre, mais la lumière de la chambre de mes parents était allumée. Et là, je l'ai vu. Mon père agenouillé près du lit, ma petite sœur recroquevillée, les yeux grands ouverts, ma mère assise dans un coin, les bras serrés autour d'elle-même, pleurant en silence. Cette image m'a hanté toute ma vie. J'ai tout compris à cet instant, et quelque chose en moi est mort cette nuit-là. J'ai tenu Jeanne dans mes bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Moi, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je suis restée éveillée, à écouter les bruits de la maison, à sentir la présence de cet homme cruel derrière le mur. J'ai compris que nous ne pouvions plus rester là. Mais comment partir ? Où aller ? Comment convaincre ma mère qu'il ne resterait plus rien pour elle ? Dans les jours suivants,
J'ai observé attentivement. Je voyais comment ma mère détournait le regard à chaque fois que mon père touchait Jeanne. Comment elle serrait les mains quand il appelait ma petite sœur près de lui. Elle savait. Elle avait toujours su. Et pourtant, elle restait. Un soir, après que Jeanne se soit endormie, je suis allée à la cuisine et me suis tenue à côté de ma mère pendant qu'elle faisait la vaisselle. « Nous devons partir », lui ai-je dit. Elle s'est figée, fixant l'assiette dans l'évier sans rien répondre. « Maman, tu sais ce qu'il fait ?» Elle a fermé les yeux. « Je ne peux pas. Où irions-nous ? N'importe où aurait été mieux qu'ici. » Elle est restée silencieuse un long moment, puis m'a enfin regardée. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère avoir peur. Pas peur de lui, mais peur de faire enfin quelque chose. Peur de changer notre destin. Cette nuit-là, sans qu'il s'en rende compte, nous avons commencé à préparer notre fuite. Les choses qui nous détruisent de l'intérieur ne crient pas toujours leur présence. Parfois, elles se passent dans un silence total, et ce silence peut être plus assourdissant que tout. Depuis cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. Je savais déjà que ma vie ne serait jamais celle des autres filles. Mais voir ma sœur dans cette situation, c'était comme sentir une pression constante sur ma poitrine. Jeanne était ma responsabilité. Je n'avais pas pu la protéger quand c'était le plus important, mais je ne faillirais pas une seconde fois. Ma sœur avait toujours été un rayon de soleil. Elle transformait n'importe quoi en jeu, même dans les moments les plus sombres. Même les journées les plus lourdes semblaient plus légères. Quand elle inventait des histoires avec nos vieilles poupées, ou quand nous sortions cueillir des pommes dans le jardin. Mais après cette nuit-là, Jeanne a changé. Elle a cessé de jouer, de parler autant ou de rire. Son silence me glaçait le sang. Si avant elle courait dehors dès que le soleil se levait, maintenant elle restait enfermée, cachée dans le moindre recoin qui semblait sûr. Si autrefois elle me serrait dans ses bras à tout moment, désormais elle évitait tout contact. Quand il approchait, elle rentrait les épaules, et se faisait encore plus petite qu'elle ne l'était déjà. C'était comme si elle voulait disparaître. Ma mère voyait. Je sais qu'elle voyait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué comment ses yeux suivaient Jeanne partout dans la maison. Comment elle serrait les mains sur son tablier chaque fois que mon père appelait ma sœur près de lui. Comment ses yeux brillaient de larmes qui ne coulaient jamais. Elle savait, mais faisait semblant de ne rien voir. Je voulais crier contre elle. Je voulais lui demander pourquoi elle ne faisait rien. Je voulais comprendre comment maman pouvait laisser une telle chose se passer sous son propre toit. Mais en même temps, je connaissais la réponse. Elle aussi avait peur. Mon père avait toujours été cruel. Mais avec ma mère, c'était pire encore. Quand il la frappait, ce n'était pas une simple gifle, c'était avec force, colère et haine. J'ai vu ma mère passer des jours sans pouvoir se lever du lit. J'ai vu les ecchymoses violettes qu'elle tentait de cacher sous les manches de sa robe. J'ai entendu ses sanglots étouffés au milieu de la nuit. Ma mère était prisonnière elle aussi. Et le pire, c'est qu'il le savait. Il savait que personne ne s'opposerait à lui. J'essayais encore de faire jouer Jeanne. Je lui racontais des histoires comme elle le faisait pour moi. Mais un jour, alors que j'avais disposé les poupées par terre et que je l'appelais pour s'asseoir avec moi, elle m'a juste regardé et dit « Je ne veux plus jouer ». C'était comme un coup de poing dans l'estomac. « Mais tu as toujours aimé jouer ?» Elle secoua la tête. « Je ne suis plus une enfant. » Jeanne n'avait que 7 ans. Et ce monstre humain lui avait déjà tout volé. J'ai senti un nœud dans ma gorge, mais je ne pouvais pas pleurer. Pas devant elle. Si je m'effondrais, qui nous soutiendrait ? Tu es encore une enfant. Jeanne, tu peux encore jouer. Elle haussa simplement les épaules, et c'est là que j'ai compris que si je ne faisais rien, ma sœur disparaîtrait de l'intérieur. Cette nuit-là, je me suis assise au bord du lit et les regardais dormir. Elle bougeait sans cesse, murmurait des mots sans sens, faisait des cauchemars presque toutes les nuits. Mais soudain, je l'ai vue pleurer dans son sommeil. Les larmes coulaient sur son visage, ses lèvres tremblaient. C'était trop pour moi. J'ai pris sa main et fait ce que je pouvais. J'ai promis que nous sortirions de là. Je vais te sauver, Jeanne, je te le jure. Même en dormant, elle a serré ma main. À ce moment précis, j'ai su que je ne pouvais plus attendre. À partir de ce moment-là, ma mère et moi savions qu'il fallait agir. Nous devions trouver un moyen de partir. Le lendemain, j'ai attendu que mon père quitte la maison pour aller travailler. Puis je suis allée à la cuisine où ma mère s'affairait à la vaisselle. « Maman, il faut qu'on s'en aille », lui ai-je dit. Elle s'est figée, le dos tourné, frottant une assiette déjà propre. « Pour aller où, ma fille ? Nous n'avons personne. Nous n'avons aucun endroit où aller,
N'importe quel endroit serait mieux qu'ici, ai-je murmuré. Elle a continué à frotter l'assiette, la posa finalement dans l'évier, et poussa un long soupir. Puis, tout bas, elle murmura quelque chose que je n'oublierai jamais. Il va nous tuer. Un frisson glacé me parcourut. Ma mère n'avait pas tort. Mon père n'était pas le genre d'homme à laisser filer quoi que ce soit. Si nous tentions de fuir et qu'il s'en apercevait, je n'osais imaginer ce qu'il ferait. Mais je savais qu'il valait mieux tenter que rester. Nous devons l'essayer. Si nous ne partons pas maintenant, nous ne tiendrons pas. Ma mère se tourna vers moi, les yeux gonflés, le visage marqué par le temps et la fatigue. Elle posa ses mains tremblantes sur mon visage. « Tu es sûr ?» J'acquiesçai. Et c'est ainsi que nous avons commencé à organiser notre fuite. Je savais depuis longtemps que mon père était un homme cruel. Je le savais depuis mon enfance. Depuis les premiers instants où j'ai vu ma mère se recroqueviller quand il haussait la voix. Depuis les premières gifles qu'il m'avait assénées, simplement parce que je me trouvais sur son chemin. Mais ce qu'il faisait à Jeanne, c'était encore pire. Dans cette maison, la peur était partout. Elle se nichait dans chaque recoin, dans chaque regard détourné, dans chaque souffle retenu lorsque nous entendions la porte s'ouvrir en fin d'après-midi. Le pire moment de la journée, c'était quand mon père rentrait du travail. C'était alors que nous devions mesurer chacun de nos gestes, chacun de nos mots. Un seul faux pas suffisait pour le mettre en colère. Et quand il se mettait en colère, quelqu'un payait pour ça. J'ai vite appris à devenir invisible. J'avais appris à entretenir la maison comme il le voulait, à déposer la nourriture sur la table sans jamais croiser son regard, à ne jamais répondre à ses paroles tranchantes. Mais Jeanne était encore trop petite. Malgré tous ses efforts, elle ne savait pas disparaître. Au début, mon père ne lui prêtait guère attention. Puis, en grandissant, quelque chose a changé. Je l'ai vu dans ses yeux. Je l'ai vu dans la manière dont il la fixait. Dans le ton étrange qu'il employait pour prononcer son nom. Dans sa manière insistante de vouloir qu'elle s'assoie près de lui à table. Ma mère le voyait aussi. J'ai vu sa façon de l'observer, silencieusement. Et nous n'en parlions jamais. Mais Jeanne a commencé à changer. Elle refusait désormais de dormir dans notre chambre, trouvant toujours le moyen de finir au milieu du lit de notre mère, blottie contre elle, comme si cela pouvait empêcher le pire. Et chaque fois que cela arrivait, le lendemain, mon père explosait encore plus. Il jetait les assiettes contre le mur, criait sur ma mère, accusait que nous gâchions la petite. Une nuit, Jeanne s'est réveillée en hurlant. J'ai été effrayée, j'ai tenté de la secouer, mais elle paniquait. Elle pleurait, se débattait. Et au milieu de ses sanglots, elle m'a serré si fort que j'avais du mal à respirer. Ne le laisse pas m'emmener. Ne le laisse pas, je me suis figée. J'ai essayé de la calmer, mais je comprenais exactement ce que cela signifiait. Et j'ai su, à cet instant, que si nous restions, ma sœur ne survivrait pas. La peur me dévorait de l'intérieur. Mais quelque chose me maintenait debout. Je devais rester forte. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Être forte dans une telle situation? Nous ne pouvions pas simplement franchir la porte et fuir. Nous n'avions personne. Nous n'avions pas d'argent. Nous n'avions aucun endroit sûr où aller. Mon père contrôlait tout. Chaque centime qui entrait dans la maison. Chaque pas que ma mère faisait. Alors nous avons commencé à préparer notre fuite. C'est ma mère qui a eu l'idée de mettre de côté un peu d'argent. Les quelques pièces qu'elle gagnait en faisant les lessives pour les voisines. Elle les cachait dans un trou de matelas. J'ai commencé moi aussi à économiser, récupérant la monnaie que je trouvais dans les poches des pantalons de mon père en lavant ses vêtements. C'était un plan risqué. S'il s'en rendait compte, nous étions perdus. Mais nous n'avions pas le choix. Le problème, c'est qu'il devenait de plus en plus attentif. Et un jour, tout s'est effondré. C'était un dimanche. Mon père buvait toujours plus ce jour-là, passant la journée affalé sur la chaise dans la cour, marmonnant. Mais ce soir-là, il était plus silencieux que d'habitude. Assis à table, il faisait tourner sa fourchette dans sa main, regardant ma mère d'une façon qui me glaçait le sang. « Tu es différente », dit-il soudain. Ma mère n'a pas répondu. Il frappa sa fourchette sur la table. « Tu es différente. »« Oui, toi et cette fille adulte. » Il me fixa. Je déglutis. « Qu'est-ce que vous mijotez ?» Ma mère tenta de rire, de faire comme si de rien n'était. Mais je savais qu'il était déjà méfiant. Je savais que le danger se rapprochait. Et cette même nuit, Jeanne disparut. Je me suis réveillée en sursaut au milieu de la nuit. Elle n'était pas dans notre lit. Mon cœur s'est emballé. Je me suis levée d'un bond et j'ai couru jusqu'au salon. Rien. La porte de la chambre de mes parents était fermée à clé. Je me suis arrêtée devant, retenant ma respiration, sentant tout mon corps frissonner, mais je n'ai pas trouvé le courage d'entrer. Le lendemain, Jeanne est revenue, encore plus silencieuse qu'avant, évitant nos regards, ne parlant presque pas. Mais ce qui m'a détruite, c'était ce silence pesant, lourd de quelque chose que je ne pouvais nommer. C'est ce jour-là que ma mère a pris sa décision. Peu importait comment, peu importait ce qui nous attendrait après,
Nous devions partir avant qu'il ne soit trop tard. Je n'avais jamais vu ma mère avec une telle détermination. Je n'avais jamais lu autant de peur dans ses yeux. Et je savais que si nous passions une nuit de plus là-bas, nous ne sortirions jamais. La fuite devait se faire maintenant. Ce matin-là, ma mère n'a prononcé aucun mot. Elle m'a simplement regardé différemment, comme si elle voulait graver mon image avant la fin de la journée. Son visage était pâle, ses yeux gonflés par une nuit blanche. Je savais qu'elle avait peur. Moi aussi, mais nous n'avions plus le choix. Jeanne s'est réveillée silencieuse, comme toujours. Sa peau semblait encore plus pâle que d'habitude. Elle n'a même pas touché à son pain ou à son café. Elle est restée assise, recroquevillée sur sa chaise, tenant ses mains serrées comme pour s'accrocher à quelque chose et ne pas s'effondrer. Mon père était différent ce jour-là. Il s'est levé tard, plus silencieux que d'habitude, les yeux plus lourds encore que d'ordinaire. Je l'observais du coin de l'œil, essayant de comprendre s'il avait remarqué quelque chose, s'il savait ce que nous planifions. Ma mère faisait semblant, essayait d'agir comme si tout était normal, mais il était impossible de tromper un homme qui avait passé sa vie à chercher des raisons de nous punir. Il est parti travailler plus tard que d'habitude, s'arrêtant à la porte quelques secondes, comme s'il testait l'air, avant de traverser la cour et disparaître dans la rue. Nous sommes restés immobiles, le souffle suspendu, attendant que le bruit de ses pas s'éteigne complètement. Puis ma mère s'est tournée vers moi. C'était le moment. Mon cœur s'est arrêté un instant. Ce n'était plus une idée dans nos têtes, ni un plan abstrait. C'était réel. Le temps nous était compté. Ma mère a retiré le matelas de sa place et a pris les quelques billets que nous avions économisés au fil des mois. C'était presque rien, mais c'était tout ce que nous possédions. J'ai couru dans la chambre, pris nos vêtements les plus chauds, un morceau de pain et une bouteille d'eau. Jeanne ne posait pas de questions. Elle faisait simplement ce qu'on lui demandait, comme si elle n'était plus vraiment là. Ma mère est sortie chercher un baluchon de vêtements qu'elle avait laissé chez la voisine, Madame Rose. La seule personne dans la rue qui nous observait parfois avec pitié, mais qui n'intervenait jamais. Je savais qu'elle savait, tout le monde savait, mais personne n'en parlait. Quand ma mère est revenue, le soleil commençait déjà à baisser. Et c'est là que nous avons réalisé le pire. Mon père n'était pas retourné au travail ce jour-là. Il était assis sur la terrasse, immobile, les yeux fixés sur la rue, une cigarette entre les doigts. Il n'était pas allé au bar, il n'était pas sorti, il était resté là, à attendre. Ma mère s'est figée. J'ai vu ses mains trembler, ses yeux se remplir de désespoir. Il savait. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas s'il avait entendu quelque chose, ou remarqué le moindre changement dans notre comportement. Mais il savait. Et maintenant, nous étions coincés avec lui. La nuit tombait lentement, portant avec elle une lourdeur presque physique. Ma mère faisait semblant de rester normale, mais ses mains étaient glacées. Jeanne tremblait sans prononcer un mot. Moi, chaque fibre de mon corps vibrait de peur. Mon père a dîné sans un mot, puis, une fois son assiette terminée, il a posé ses couverts sur la table avec force et a fixé ma mère. On se couche tôt ce soir. Il ne disait jamais ça. Mon estomac s'est noué. Ma mère a acquiescé, mais j'ai vu sa couleur s'éteindre. Elle savait ce que cela signifiait. Il allait nous enfermer. Il s'assurerait que nous ne partirions pas. Et quand la nuit tomberait, Jeanne ne serait plus en sécurité. Ma mère m'a regardée. À cet instant, nous avons compris toutes les deux. Nous ne pouvions pas attendre. Nous ne pouvions pas laisser la nuit arriver. J'ai pris la main de Jeanne, sentant son pouce accélérer. Ma mère s'est levée lentement, se dirigeant vers la cuisinière comme si elle allait simplement réchauffer de l'eau. Mon père, assis là, buvait son vin, observant chacun de nos mouvements. Alors, ma mère a fait quelque chose que je n'avais jamais vu. Elle a laissé tomber la bouilloire. Le bruit a éclaté dans la pièce, l'eau chaude s'est répandue partout. Mon père s'est levé, furieux, jurant. C'est à ce moment que ma mère m'a lancé un regard. Cours. J'ai attrapé la main de Jeanne et nous avons foncé par la porte de la cuisine. L'air froid nous a frappés en plein visage, et la voix de mon père nous a suivis comme un tonnerre. Nous avons couru sans nous retourner. La cour semblait sans fin, la route de terre glissante sous nos pieds. Jeanne a trébuché, presque tombée, mais je l'ai rattrapée et nous avons continué à courir. Derrière nous, nous entendions des bruits. Mon père criait, la porte claquait, ma mère criait pour nous couvrir. Mon cœur battait à tout rompre. Il allait l'attraper, il allait la tuer. Puis, sa voix est devenue plus lointaine.
Ma mère était restée en arrière pour nous laisser une chance. J'ai pleuré en courant. J'ai pleuré parce que ma mère restait derrière, peut-être pour ne jamais que je la revoie. Mais surtout, j'ai pleuré parce que, pour la première fois depuis des années, je savais qu'il ne toucherait plus jamais ma sœur. Et c'était tout ce qui comptait. Le froid de l'aube nous lacérait la peau comme des lames. Le vent soulevait la poussière de la route, chaque pas semblait un combat contre mon propre corps. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas lâcher la main de Jeanne. Je ne pouvais pas regarder en arrière. La peur nous propulsait en avant comme si mon père était juste derrière, prêt à nous ramener dans cet enfer. Jeanne respirait difficilement, sanglotant entre chaque pas. Je savais qu'elle touchait ses limites, mais que pouvions-nous faire ? Nous ne pouvions pas nous arrêter et nous reposer. Je scrutais les alentours, essayant de reconnaître quelque chose dans l'obscurité. Nous ne pouvions pas revenir en arrière. Nous n'avions nulle part où aller. Alors, nous avons continué à courir. Le village était loin, mais je connaissais le chemin. Pendant des années, quand ma mère m'envoyait chercher un médicament ou acheter du pain, j'avais observé chaque rue, chaque maison, chaque repère. Je savais où commençaient les premières maisons, où se trouvait le poste de police, où les pavés remplaçaient la terre. Tout semblait à des kilomètres maintenant. Le silence de la nuit n'était troublé que par nos pas et notre souffle haletant. De temps à autre, un chien aboyait au loin, et mon cœur s'emballait, craignant que quelqu'un ne nous entende. Jeanne a commencé à chanceler. Encore un peu, ai-je murmuré, serrant sa main. Nous devons avancer. Elle n'a rien répondu. Elle m'a simplement suivi, aveuglée par la peur et la fatigue. Je ne savais pas ce qui nous attendait au village. Je ne savais pas si quelqu'un nous aiderait. Je ne savais pas si nous retrouverions ma mère. Je ne savais rien. Je savais seulement que nous ne pouvions pas nous arrêter. Le temps semblait s'étirer à l'infini, chaque pas me paraissait durer des heures, jusqu'à ce que je distingue enfin les premières lueurs du village. Mon cœur s'est emballé, mais un nouveau problème est apparu, où aller maintenant ? Nous ne pouvions pas simplement nous asseoir sur le trottoir et attendre le jour. Il nous fallait un abri sûr. Mes yeux parcouraient la rue vide. Toutes les maisons étaient closes, les fenêtres plongées dans l'obscurité, aucune âme à l'horizon. Puis, un souvenir m'est revenu. Madame Rose, notre voisine, avait une sœur qui vivait dans le village. Une fois, lorsque j'avais accompagné ma mère livrer du linge propre, j'avais entendu qu'elle mentionnait que sa sœur habitait une petite maison près de l'église. C'était notre unique option. J'ai serré la main de Jeanne et nous avons suivi la rue, essayant de mémoriser chaque tournant, chaque repère. La peur battait encore dans ma poitrine, chaque ombre semblait prête à nous livrer à mon père. Mais rien ne s'est produit. Le village dormait, silencieux, indifférent. Au bout de quelques minutes, j'ai enfin aperçu la petite église perchée sur la colline, et à côté, la petite maison avec sa cour. C'était là. Je me suis approché du portail, le cœur battant la chamade, et j'ai regardé la maison. Aucune lumière n'y brillait. J'ai frappé avec mes mains tremblantes. Aucune réponse. J'ai frappé de nouveau, plus fort cette fois. Quelques secondes plus tard, une faible lumière est apparue à l'intérieur. Des pas se sont rapprochés de la porte. Elle s'est entr'ouverte légèrement. C'était une femme mince, les cheveux attachés en un chignon bas, le regard méfiant. Qui est-ce ? J'ai avalé ma salive. Nous avons besoin d'aide. Elle nous a scrutés longuement, analysant mon visage, mon état. Jeanne, recroquevillée derrière moi, tremblait. Puis elle a entr'ouvert un peu plus la porte. Qui vous envoie ? Madame Rose, ai-je répondu précipitamment. C'est notre voisine. Elle a plissé les yeux, évaluant mes paroles, puis, après un long moment, elle a finalement ouvert complètement la porte. Entrez. Mes jambes ont failli céder. J'ai tiré Jeanne à l'intérieur. Dès que nous avons franchi le seuil, j'ai senti que je pouvais enfin respirer un peu. Mais la peur n'était pas totalement partie. La femme nous a fait asseoir à la table de la cuisine, nous scrutant avec attention. Dites-moi ce qui s'est passé. Je savais que je ne pouvais pas tout révéler. Si elle comprenait, peut-être aurait-elle peur de nous offrir un abri. Notre père nous bat, ai-je réussi à murmurer, le nœud dans ma gorge serré. Et nous avons fui. Ma mère devait nous rejoindre, mais ma voix se brisait déjà. Son visage s'est adouci légèrement. Vous avez un endroit où aller ? J'ai secoué la tête. Elle est restée silencieuse un moment, comme si elle pesait le poids de ses décisions. Puis elle a poussé un long soupir. Vous pouvez rester ici cette nuit. Demain, on verra ce que nous pourrons faire.
J'ai eu envie de m'effondrer en larmes, de la remercier à genoux, mais je me suis contentée de serrer la main de Jeanne et de murmurer « On est en sécurité maintenant ». Elle m'a observée, toujours avec de la crainte dans les yeux, mais pour la première fois depuis longtemps. Une étincelle d'espoir s'y mêlait. La cuisine de Madame Marline, la sœur de Madame Rose, sentait le café fraîchement moulu et le vieux bois. L'horloge murale marquait le temps, tic-tac régulier qui emplissait le silence. Jeanne et moi étions assises côte à côte, respirant profondément, essayant de comprendre où nous étions. La nuit semblait plus noire ici, comme si la peur nous suivait encore. Chaque petit bruit dehors faisait bondir mon cœur. Je savais que mon père n'abandonnerait pas facilement. Il n'était pas du genre à laisser filer quoi que ce soit. Madame Marline posa une tasse de café devant moi et une autre pour Jeanne. Le liquide fumait, mais je n'ai pas hésité à le saisir entre mes mains, comme si cette chaleur pouvait chasser le froid installé dans mon corps. « Vous pouvez dormir dans la petite chambre du fond, » dit-elle, sa voix était ferme mais sans menace. J'ai acquiescé, évitant de trop croiser son regard. « Et votre mère » demanda-t-elle. « Où est-elle » J'aurais voulu répondre. Ma mère était restée derrière nous. Peut-être qu'elle était morte à cet instant. Peut-être que ses blessures l'empêcheraient de jamais fuir. Mais je n'ai rien dit. J'ai simplement serré le bord de ma tasse et murmuré « Elle viendra ». Madame Marline resta silencieuse un moment, son regard pesant sur moi, cherchant à comprendre. « Allez prendre un bain avant de dormir. Vous avez l'air d'avoir couru un marathon. » Je n'avais même pas de mots. Nous avions effectivement l'air de deux filles ayant fui pour leur vie. J'ai emmené Jeanne dans la salle de bain. Pour la première fois depuis des jours, j'ai vu ma sœur se détendre un peu sous l'eau chaude. Elle se frottait doucement, comme pour ôter quelque chose d'invisible. J'aurais voulu trouver les mots pour alléger ce poids, mais je n'en avais pas. J'aurais voulu pouvoir dire que tout irait bien, mais comment promettre quoi que ce soit alors que je ne savais même pas ce que l'avenir nous réservait. Après le bain, nous sommes retournés à la cuisine, où Madame Marline avait déjà préparé 2 matelas dans la petite chambre du fond. Le lit en bois grinçait légèrement, mais comparé au sol dur de la maison, c'était un véritable luxe. Jeanne s'est glissée sous les couvertures en premier, ses yeux encore remplis de peur. « Maman va nous retrouver » murmura-t-elle doucement. Un homme a serré la gorge. « Oui, ai-je menti ?» Elle a serré ma main et a fermé les yeux. Pour ma part, le sommeil m'a fui. Je suis restée éveillée, chaque son de la nuit me faisait sursauter, chaque branche qui craquait dehors, chaque phare qui passait dans la rue faisait battre mon cœur à tout rompre. Et s'il découvrait où nous étions ? Et s'il frappait à la porte en pleine nuit ? Et s'il venait nous chercher ? Cette pensée m'a poussée à m'asseoir sur le lit, serrant mes genoux contre ma poitrine. J'aurais voulu que ma mère soit là. J'aurais voulu la voir apparaître à la porte, les cheveux en désordre, les yeux toujours pleins d'inquiétude. Mais la vérité était que peut-être elle n'était plus là. Peut-être qu'elle était tombée sous ses coups. J'ai fermé les yeux et forcé ma respiration à ralentir. Cette nuit-là, j'ai adressé une prière silencieuse. Ce n'était pas une prière pour le bonheur, ni pour la chance, ni pour un avenir radieux. Je demandais seulement que ma mère survive, qu'elle trouve un moyen de fuir cet enfer, et qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, nous nous retrouvions. Le sommeil est venu lentement, lourd de peur et de fatigue. Au milieu de la nuit, j'ai rêvé de ma mère. Elle courait, courant comme nous avions couru, et derrière elle, mon père hurlait. Le soleil n'était pas encore levé quand je me suis réveillée. Mon corps était engourdi, chaque muscle douloureux comme si j'avais reçu une raclée. Le matelas était moelleux, mais ma tête semblait pleine de pierres. La première chose que j'ai faite a été de regarder sur le côté. Jeanne dormait encore, les traits calmes mais les poings serrés contre sa poitrine, comme si elle se protégeait, même dans le sommeil. J'ai soufflé un long soupir, essayant de comprendre où nous étions. Puis je me suis souvenue. Nous nous étions échappés. Ma mère était restée derrière, et je ne savais pas ce qui allait se passer maintenant. La petite chambre du fond était étroite, avec une fenêtre en bois entr'ouverte. Le vent froid s'engouffrait, faisant frissonner ma peau. Dehors, les premiers sons du village commençaient à se faire entendre, l'aboiement d'un chien, le passage d'une charrette, le sifflement lointain d'un homme qui partait travailler. J'ai tiré la couverture sur Jeanne et me suis levée doucement. Mes jambes tremblaient encore après la course de la nuit précédente. Je suis sortie en silence, faisant attention à ne rien faire de bruyant. Madame Marline était déjà dans la cuisine, vêtue d'une simple robe à fleurs, les cheveux attachés en un chignon bas, filtrant le café. L'odeur amère a rempli l'air.
Elle m'a regardé quelques secondes sans un mot. Puis a pris une tasse, versé le café et l'a posé sur la table. Assieds-toi. J'ai obéi, mes doigts entourant la tasse, cherchant à absorber sa chaleur. Madame Marlin a tiré une chaise et s'est installée en face de moi. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, petite? La question m'a prise de court. Qu'est-ce que je comptais faire? Je ne savais pas. La seule chose à laquelle je pensais, c'était de fuir. Je n'avais jamais réfléchi à ce qui viendrait après. J'ai baissé les yeux, serrant la tasse entre mes mains. Attendre ma mère. Madame Marlin m'observait, et je sentais mon visage brûler sous son regard. Et si elle ne venait pas? J'ai avalé ma salive. C'était la question que je refusais de me poser. Et si ma mère était morte? Et si elle n'avait jamais réussi à s'échapper? Ma gorge s'est nouée et les larmes ont menacé de couler. Mais je ne pouvais pas pleurer. Pas devant Madame Marlin. Elle a soupiré et a porté une gorgée de café à ses lèvres. Vous ne pouvez pas rester ici. Ces mots m'ont frappé comme un coup dans l'estomac. Je le savais, bien sûr que je le savais. Mais les entendre prononcer à voix haute rendait tout encore plus cruel. Je n'ai nulle part où aller, ai-je murmuré. Madame Marlin est restée silencieuse, m'observant attentivement. Puis, comme après une longue réflexion, elle a dit, il y a un couvent ici, dans le village. Les religieuses accueillent les jeunes filles qui ont besoin d'aide. J'ai froncé les sourcils. Un couvent. Je ne savais rien des religieuses, mais je savais que nous n'avions pas d'autre choix. Elles peuvent vous aider, offrir un toit, un repas, le temps de vous retrouver, dit-elle. Elle n'avait pas besoin de le dire, nous savions toutes les deux que ma mère ne nous retrouverait peut-être jamais. J'ai serré la tasse de café, cherchant à m'accrocher à quelque chose de réel. Je me suis dit que c'était tout ce qui restait, la chaleur dans mes mains. Je vous y emmènerai après le déjeuner, a-t-elle ajouté en se levant pour ranger la cuisine. Je suis restée assise, incapable de savoir quoi ressentir. Ce n'était pas un foyer, mais c'était un endroit sûr. Et après tout, peut-être le meilleur que nous pouvions espérer. Je suis retournée dans la chambre, me suis assise au bord du matelas, et j'ai regardé Jeanne dormir. Ma mère allait-elle bien? Savait-elle que nous avions réussi à fuir? Était-elle retenue, blessée, ou pire? J'ai fermé les yeux un instant, chassant ces pensées terribles. Je devais rester forte, pour moi, pour Jeanne, et surtout pour ma mère. La journée a passé lentement. Après tant de nuits blanches, de peur et de tension, mon corps réclamait le repos. Mais mon esprit refusait de se calmer. Chaque bruit de la rue me faisait sursauter. Chaque ombre à la fenêtre me faisait craindre que mon père apparaisse soudain, prêt à nous ramener dans cet enfer. Jeanne, elle aussi, semblait inquiète. Même en jouant avec la vieille poupée que Madame Marlin lui avait donnée, son regard restait vide, distant. Comme si, même ici, en sécurité, une part d'elle était encore prisonnière de quelque chose de sombre. Madame Marlin n'était pas une femme de beaucoup de mots, mais j'observais ses regards furtifs vers nous, comme si elle pesait constamment la décision d'avoir choisi de nous aider. Le temps s'étirait jusqu'au moment où le soleil atteignit son point le plus haut dans le ciel. Alors enfin, elle brisa le silence. Il est temps de partir. Je savais que nous ne pouvions rester ici indéfiniment, mais entendre ces mots serrer ma poitrine fut un choc. Je regardai Jeanne, tenant la poupée entre ses doigts. Elle ne leva pas les yeux vers moi, serrant simplement les lèvres et acquiesçant doucement. Madame Marlin prit un foulard dans l'armoire et le noua autour de sa tête. Puis elle se tourna vers nous. « Venez. » Je me levai lentement et pris la main de Jeanne. Elle serra la mienne avec force, comme pour me dire qu'elle était là, qu'elle était encore avec moi. Nous sommes sortis dans la rue, et le soleil chaud a frappé mon visage, apportant une lumière cruelle pour le poids que nous portions. Le village s'éveillait maintenant, si différent de la nuit précédente où nous avions glissé dans l'ombre. Des hommes poussaient des charrettes remplies de fruits, des femmes discutaient de porte en porte, des enfants couraient pieds nus, levant la poussière de la terre battue. Tout semblait si normal, comme si notre cauchemar n'avait jamais existé. Mais il avait existé, et je savais que même loin, il pouvait encore nous rattraper. Ah! Avant de continuer, mes chers et chères, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de liker la vidéo. Cela aide beaucoup notre équipe à partager davantage de témoignages réels chaque jour. Le chemin jusqu'au couvent fut court, mais chaque pas semblait durer une éternité. À chaque foulée, j'avais l'impression de m'éloigner encore plus de ma mère, et mon estomac se nouait. Quand nous sommes enfin arrivés, ma poitrine s'est serrée. Le couvent était une construction simple,
au mur blanc, avec un portail en fer qui grinçait lorsque Madame Marlin l'a poussé. L'odeur des fleurs venait d'un jardin soigneusement entretenu au centre de la cour. Tout était si silencieux que cela semblait un autre monde, loin du chaos sale et bruyant de nos rues. 2 religieuses apparurent de l'autre côté de la cour. L'une d'elles nous remarqua en premier. C'était une femme âgée, aux yeux creux et au visage marqué par l'histoire et le temps. Quand elle s'approcha, elle ne sourit pas. Elle nous observa simplement, analysant chaque détail de notre présence. « Qui sont ces filles ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme, chargée d'autorité. Madame Marlin inspira profondément avant de répondre. « Ce sont les filles d'une femme battue par son mari. Elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour fuir. » La religieuse resta silencieuse quelques instants. Puis ses yeux se posèrent sur Jeanne, qui serrait encore plus ma main et se cachait derrière moi. À ce moment-là, j'ai vu son regard changer. Elle ne posa pas de questions, ne demanda aucune explication. Elle acquiesça simplement. « Vous avez besoin de manger, dit-elle. » J'ai acquiescé doucement, le cœur un peu plus léger. Elle fit un geste pour que nous entrions, et ce n'est qu'en passant le portail que j'ai réalisé à quel point j'étais épuisée. Mon corps semblait fait de plomb, et le poids que je portais sur mes épaules avait doublé. Nous avons suivi la religieuse jusqu'à un petit réfectoire où quelques filles, vêtues de vêtements simples, lavaient des assiettes et balayaient le sol. L'odeur de soupe flottait dans l'air. Elle tira une chaise pour nous et fit signe de nous asseoir. « Restez ici, je vais vous chercher quelque chose à manger. » Jeanne ne lâchait pas ma main une seule seconde. Autour de nous, certaines filles nous observaient avec curiosité, mais aucune ne s'approcha. C'était un monde nouveau, un monde dont nous ne savions pas encore s'il deviendrait notre foyer. Quand la religieuse revint, elle posa 2 assiettes creuses devant nous. La soupe fumait encore, et l'odeur des légumes fit gargouiller mon estomac. « Mangez, dit-elle. » Jeanne prit la cuillère en premier. La première bouchée fit briller ses yeux de larmes. Peut-être parce que cela faisait des jours que nous n'avions pas mangé correctement. Ou peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, nous avions de la nourriture sans craindre que quelqu'un nous l'arrache. Mes doigts tremblaient alors que je portais ma cuillère à mes lèvres. C'était simple, mais c'était chaud, et c'était à nous. Madame Marlin resta debout à côté de nous, silencieuse, nous observant. Quand Jeanne termina sa 2e bouchée, elle poussa un soupir et se tourna vers la religieuse. Elle n'en nulle part où aller. La religieuse acquiesça simplement. C'est à ce moment-là que j'ai compris que notre nouvelle vie commencerait ici. Mais au fond de moi, une question me hantait toujours. Où était ma mère ? Avait-elle réussi à s'échapper, ou l'avions-nous perdue pour toujours ? Les jours au couvent passaient lentement. Le silence y était presque sacré, brisé seulement par le bruit des balais frottant les pierres, les chants des religieuses pendant les prières et le tintement des cuillères dans les assiettes. Pour certaines filles, cet endroit était un foyer. Pour d'autres, un refuge temporaire, un lieu où se cacher du monde jusqu'à pouvoir recommencer ailleurs. Pour Jeanne et moi, c'était une pause. Mais une pause n'était pas la même chose que la sécurité. Depuis le premier instant où nous nous étions assises dans ce réfectoire, une seule question me hantait, où était ma mère ? Au début, j'essayais de me persuader qu'elle nous retrouverait bientôt, qu'elle réussirait, d'une manière ou d'une autre, à s'échapper et à nous rejoindre ici. Mais les jours passaient, puis 2 semaines, et rien. Les religieuses nous avaient donné des vêtements, nous avaient appris à prier avant les repas et nous avaient offert un coin pour dormir. Tout cela remplissait nos journées, mais rien ne comblait le vide dans ma poitrine. Je me réveillais souvent au milieu de la nuit, les yeux perdus sur le plafond sombre, essayant d'imaginer ce qui s'était passé cette nuit-là, lorsque nous avions fui. Est-ce que mon père l'avait blessée ? Est-ce qu'il l'avait enfermée pour qu'elle ne sorte plus jamais ? Était-elle encore en vie ? Je faisais de mon mieux pour ne pas pleurer devant Jeanne, mais certaines nuits, c'était impossible. Au couvent, j'étais juste une fille de plus. Il n'y avait pas de passé ici. Les religieuses nous appelaient « enfants de Dieu » et nous donnaient des tâches quotidiennes pour occuper notre esprit. Nous aidions à la cuisine, au jardin, au réfectoire. C'était une routine simple, mais je ne voulais pas de routine. Je voulais ma mère. Un après-midi, alors que je pliais des draps dans la cour, un bruit de pas pressés me fit lever la tête. Madame Marlin parlait avec l'une des religieuses près du portail en fer. Mon cœur se serra. Je posai les draps n'importe comment sur la table et courus vers elle, l'estomac noué. « Des nouvelles ?» balbutiai-je, ma voix trahissant mon anxiété. Madame Marlin me regarda, ses yeux mêlant pitié et inquiétude. « Le village en parle,
dit-elle à voix basse. Ton père vous cherche. Ma peau se hérissa. Comment ça? Elle soupira, pesant chaque mot avant de continuer. Il pose des questions aux voisins. Il dit que sa femme a disparu, et que ses filles sont perdues quelque part. Mais personne ne dit rien. Tout le monde fait semblant de ne pas savoir. J'ai senti un goût amer dans ma bouche. Et ma mère, elle avait hésité, et cette hésitation valait mieux que n'importe quelle réponse. Je ne sais pas, petite. Personne ne l'a vue. Ma poitrine s'est effondrée. Le poids de l'incertitude m'écrasait. La religieuse à côté de Madame Marline me regarda avec une expression grave. Tu es en sécurité ici. Il ne te trouvera pas. Je voulais croire à ces mots, mais rien ne semblait sûr. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque bruit dehors me semblait être mon père qui approchait. Chaque voix lointaine semblait annoncer le pire. Je ne pouvais pas attendre. Je ne pouvais pas rester là sans savoir ce qui était arrivé à ma mère. Alors, j'ai pris une décision. Une décision qui brûlait dans mon esprit depuis la première nuit au couvent. Je reviendrai, pas à la maison, mais près de là. Je devais savoir. Voir de mes propres yeux si ma mère était encore vivante. Mais pour cela, je devrais sortir sans que personne ne s'en aperçoive. Et je savais que c'était peut-être la décision la plus dangereuse de ma vie. Entre vouloir et agir, il y avait un abîme. Une peur si grande qu'elle me faisait trembler rien qu'à y penser. Si mon père était encore dans le village, s'il nous cherchait encore, le risque était immense. S'il me trouvait, je savais ce qui m'attendait. Mais ce qui me tuait à l'intérieur, c'était l'incertitude. Ma mère était-elle vivante? L'avait-il enfermée? Avait-elle réussi à s'échapper? Personne n'en parlait. Les prières des religieuses n'étaient que murmures autour du vide qui me hantait. Je devais y aller. Mais je ne pouvais pas emmener Jeanne. Si quelque chose m'arrivait, au moins, elle serait encore en sécurité. J'avais déjà vu ce dont mon père était capable, et je ne laisserais jamais plus qu'il fasse du mal à ma sœur. Alors, dans la nuit, quand les lumières du couvent étaient éteintes et que le seul son venait d'un grillon perdu dans le jardin, je me suis levée doucement. Jeanne dormait profondément à côté de moi, agrippée à son oreiller comme à un bouclier. Je l'ai regardée un instant, gravant chaque détail de son visage d'enfant dans ma mémoire. Puis, avec toute la précaution du monde, je me suis levée. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'on l'entendrait. Je suis sortie de la chambre, marchant dans le couloir sombre, mes pieds froids effleurant le sol de pierre. Le couvent était silencieux. Les religieuses dormaient, et la seule bougie encore allumée vacillait dans la chapelle à côté de la cour. Je m'approchai du portail, chaque pas un test pour ma propre peur. Et puis, au moment où mes mains touchèrent le fer froid du portail, une voix retentit derrière moi. « Où penses-tu aller, petite ?» Mon corps entier se figea. Je me retournai lentement et la vis, la religieuse aux yeux creux et au voile sombre, me fixant d'un air sévère. Mon cœur semblait prêt à exploser. « Je dois voir ma mère. » ai-je murmuré, d'une voix basse, presque suppliante. La religieuse m'a observé longuement, comme si le temps s'était arrêté. Puis elle a soupiré. « Tu veux mourir ?» Mon estomac s'est noué. Je ne voulais pas mourir, mais que valait la vie si je ne savais pas ce qu'il était advenu de ma mère? Je n'ai rien répondu. Je me suis juste accrochée au portail, comme pour me convaincre que c'était la bonne décision. La religieuse fit un pas en avant, les yeux fixés sur moi. « Tu sais qu'il est encore là-bas, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé doucement. Elle croisa les bras sur son habit noir et soupira à nouveau. « Alors vas-y, mais s'il t'attrape, ne dis pas que nous ne t'avons pas averti. » Le choc me traversa comme un éclair. Elle me laissait partir. Sans hésiter, je poussai doucement le portail et me retrouvai dans la rue déserte, engloutie par le froid de l'aube. Chaque ombre semblait une silhouette à l'affût. Mon cœur martelait ma poitrine, mais mes jambes bougeaient seules, portées par la peur et l'urgence. Je connaissais le chemin. Le village était petit, et notre maison se trouvait au-delà du marché, après la place, au début du chemin de terre. Je passais devant les maisons fermées, respirant l'odeur humide de l'aube mêlée à celle de la fumée de bois. Plus je m'approchais, plus la terreur s'infiltrait dans chaque cellule de mon corps. Et si je le rencontrais en premier? Et s'il savait déjà que j'étais là? Et ma mère? Je secouai la tête, chassant ces pensées. Je devais aller jusqu'au bout. Le ciel s'éclaircissait quand j'aperçus enfin notre maison, ou ce qu'il en restait. La clôture était tombée, la porte grande ouverte, une fenêtre cassée. Je restai figé au milieu du chemin, la terreur me consumant. Que s'était-il passé ici? Ma poitrine montait et descendait à coups rapides,
désespérée. Je fis un pas, puis un autre. La cour était vide, le sol jonché d'éclats de verre, les meubles renversés. L'odeur d'alcool et de moisi imprégnait l'air. Ma mère n'était pas là, et mon père non plus. Mon corps tremblait. Où était-elle? Qu'avait-il fait? Je m'avançai vers le lit où ma mère dormait habituellement et mon souffle se coupa. Un morceau de tissu fleuri pendait à un clou du mur. Je le reconnus immédiatement. La robe que ma mère portait la nuit de notre fuite. Ma gorge se serra. Elle avait été ici, elle avait essayé de s'échapper, et quelque chose avait mal tourné. Soudain, un bruit. Des pas sur le chemin. Mon cœur s'emballa. La seule chose que je pus faire fut de me recroqueviller dans un coin de la chambre, tentant de disparaître. Les pas se rapprochaient, puis une voix basse, presque un murmure. « Ma fille !» Mes yeux se remplirent de larmes avant même que je ne tourne la tête. Ma mère était là. Blessée, mais vivante. Elle était là, mais plus la même. Ses pieds nus étaient sales de terre, sa robe déchirée par endroits, ses cheveux en désordre comme si elle avait couru pendant des jours sans repos. Son visage était maigre, la peau pâle, les yeux creusés par une fatigue qui dépassait le physique. Et cette marque violette sur sa joue. Elle resta immobile à la porte, me regardant comme si elle ne croyait pas ce qu'elle voyait, comme si j'étais un fantôme. Mes lèvres tremblèrent. « Maman !» C'était tout ce que j'ai pu dire avant de me jeter dans ses bras. Elle m'a serré contre sa poitrine, et c'est là seulement que j'ai senti le poids de tout ce qui s'était passé. J'étais en fuite depuis des jours, portant la peur sur mes épaules, essayant d'être forte pour Jeanne, pour moi, pour elle. Mais maintenant, dans ses bras, toute cette force s'est effondrée. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme une enfant privée trop longtemps de réconfort. J'ai senti ses mains tenir ma tête, ses doigts maigres et tremblants. Je croyais vous avoir perdu. Sa voix était basse, rauque. Elle a posé son visage sur mes cheveux, et j'ai compris qu'elle pleurait aussi. Je l'ai serrée encore plus fort, de peur qu'elle ne disparaisse. Je t'ai cherché, ai-je murmuré, sanglotant. On a attendu, mais tu n'es pas venu. Elle a respiré profondément, son corps fragile tremblant entre mes bras. J'ai essayé, ma fille, j'ai essayé. Je me suis légèrement écartée pour la regarder. Que s'est-il passé? Elle a mordu sa lèvre, les yeux détournés vers le sol, restant silencieuse un instant comme si elle rassemblait son courage pour parler. Il m'a attrapée. Après que vous vous soyez enfui, il a compris. Il est devenu fou. Il m'a battue, enfermée dans ma chambre. Il disait qu'il vous retrouverait même s'il devait aller en enfer pour ça. Ses doigts effleuraient son visage comme pour effacer les souvenirs. Je ne pouvais rien faire. Elle était restée enfermée pendant des jours, sans nouvelles de nous, sans savoir si nous avions réussi à nous échapper. Comment t'es-tu enfui? Ma voix était étranglée. Elle soupira, fixant un point invisible dans le passé. Il avait trop bu, et s'est effondré sur le canapé. C'était ma seule chance. J'ai pris le peu de choses que je pouvais porter et je suis sortie par la fenêtre. Mon cœur battait à tout rompre. Et il te cherche encore? Ces mots glacèrent mon dos. Il n'arrêterait pas tant qu'il ne nous aurait pas trouvés. Ses yeux, cependant, brillaient d'une flamme que je n'avais jamais vue. Ma mère, cette femme qui s'était recroquevillée sous les cris de mon père pendant des années, avait désormais du feu dans le regard. Mais il ne nous fera plus jamais de mal. C'était la première fois que je l'entendais dire cela. La première fois que j'y croyais vraiment. Elle a serré mes mains avec force. Nous devons retrouver Jeanne. J'ai acquiescé, le cœur battant. Mais avant que nous ne puissions sortir de la maison, un bruit strident retentit. Un sifflement long, traînant, glacé. Je savais. C'était lui. Ma mère écarquilla les yeux. Sans réfléchir, nous avons couru à travers la cour, franchissant la barrière effondrée sur le chemin. La peur brûlait nos poumons, et le poids de notre fuite semblait encore plus lourd. Il était proche, et s'il nous attrapait, il n'y aurait pas de deuxième chance. La peur avait un son, nos respirations haletantes, nos pieds nus frappant la terre sèche, des branches qui craquaient sous nos pas désespérés. Mais le pire était ce sifflement derrière nous, traînant, coupant la nuit comme une lame. Ma mère serra ma main si fort que ses doigts s'enfoncèrent dans ma peau. Son corps tremblait, mais elle ne ralentissait pas. Elle courait comme si notre vie en dépendait, parce que c'était le cas. Nos cœurs battaient à l'unisson. La respiration brûlait dans nos poumons. La sueur se mêlait à la poussière qui volait sous nos pas. Ma mère regardait autour d'elle, cherchant un chemin, une cachette, n'importe quoi qui nous donnerait une chance. Mais nous étions sur un chemin ouvert. S'il nous voyait,
Nous n'aurions nulle part où fuir. Il nous traque, chuchota-t-elle. Elle me tira sur le côté et nous nous engouffrâmes dans un sentier au milieu de la végétation. Les épines des buissons griffaient nos chevilles, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Nous devions disparaître. Le bruit de nos pas était étouffé par les broussailles. Nous n'entendions que le bruissement des feuilles, le chant lointain des grillons, et l'écho de nos respirations courtes, désespérées. Et puis, ce que nous craignions le plus. Le bruit de pas derrière nous. Trop lourd pour être le vent. Ma mère s'est arrêtée brusquement, me tirant derrière un gros arbre. Sa main s'est pressée sur ma bouche, étouffant tout son que je pourrais pousser. Je tremblais, de la tête aux pieds. L'odeur de la végétation mêlée à notre sueur me donnait la nausée. Je ne pouvais pas bouger. La nuit semblait s'être figée. Les secondes s'étiraient en heures. Puis il a parlé. « Je sais que vous êtes ici. » Ma peau s'est glacée. Sa voix, basse, sifflante, était chargée de menaces. « Inutile de courir, femme. Tu crois pouvoir te cacher de moi ?» Ma mère a fermé les yeux, les lèvres pressées jusqu'à devenir blanches. Il était si proche que nous pouvions entendre sa respiration. « Je t'ai tout donné. Je t'ai donné une maison, de la nourriture, mes filles. » Un nœud serré me broyait la gorge. Il ne voyait rien de mal. Il ne voyait pas le monstre qu'il était. Je veux juste ce qui est à moi. Ma mère tremblait à côté de moi. La haine sur son visage était évidente, mais nous savions qu'il était impossible de l'affronter. S'il nous trouvait, tout serait fini. La forêt était sombre. Il marchait lentement, savourant sa chasse. Ses pas résonnaient dans les buissons, proches et pourtant lointains à la fois. Ma mère a pressé mon épaule. « Cours. » Mes yeux se sont écarquillés. Quoi ? Elle m'a poussé de l'autre côté du sentier. Avant que je puisse réagir, elle a filé dans la direction opposée, brisant des branches, créant une diversion. La peur m'a traversée comme un couteau aiguisé. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a disparu dans les buissons, bruyamment, attirant son attention loin de moi. Je voulais la suivre, mais je savais que si je le faisais, je gâcherais tout. Il a couru après elle. Le bruit de ses pas lourds s'est éloigné. Je suis restée là, recroquevillée derrière l'arbre, le cœur battant, les yeux noyés de larmes. Ma mère m'avait sauvée, mais si elle se faisait prendre, le désespoir me dévorait. Je devais sortir de là. Je devais retrouver Jeanne. Je devais croire que ma mère réussirait à lui échapper. Alors j'ai couru. Seule cette fois. Sans regarder en arrière. Sans savoir si ma mère s'en sortirait, mais avec une seule certitude, il ne m'attraperait plus jamais. Le vent me lacérait la peau tandis que je courais. Les larmes se mêlaient à la sueur, brouillant ma vision entre l'obscurité de la nuit et les éclats de ma panique. Mon corps voulait s'effondrer, mais la peur refusait de me laisser tomber. Chaque pas était une bataille, contre le sol dur, contre l'épuisement qui hurlait dans mes muscles, contre la terreur que ma mère se trouve encore là-bas, seule. Je ne savais pas si elle avait réussi à le semer. Je ne savais pas si elle était vivante. Mais je ne pouvais pas y penser maintenant. Je devais atteindre Jeanne. Le chemin semblait infini. Chaque ombre se transformait en silhouette menaçante. Ma respiration était courte, déchirée. Ma poitrine brûlait comme si elle prenait feu. Le village n'était pas loin, mais cette nuit-là, il semblait inaccessible. Puis, enfin, les premières maisons apparurent. Fenêtres sombres, rues désertes, lampadaires fatigués éclairant à peine le trottoir. Pas de temps à perdre. Mes pieds nus faisaient un bruit sourd sur la pierre. Chaque coin tourné était un risque. Et s'il avait des complices dans le village ? Et si quelqu'un l'avait vu et lui disait que j'étais là ? Je n'avais pas le choix. Le couvent se dessinait à quelques rues. Mon cœur cognait contre mes côtes. Les portes se dressaient devant moi, hautes et closes comme toujours. Je me suis arrêtée, haletante, et frappé le bois du portail de toutes mes forces. « Ouvrez, s'il vous plaît. » Le bois résonnait sous mes poings désespérés. Rien. J'ai frappé encore. Pour l'amour de Dieu, quelqu'un, ouvrez. Des secondes s'éternisaient. Puis un grincement. Une fente s'ouvrit, révélant un visage voilé. La religieuse me scruta d'abord avec surprise, puis avec inquiétude. « Que fais-tu ici ? » ?»« Ma mère, il est après elle. Je dois entrer. » Elle ouvrit le portail complètement et m'attira à l'intérieur, le refermant à toute hâte derrière moi. « Où est ta mère ? Dehors ? » Ma voix se brisa. Elle est restée en arrière, pour me sauver. Ma vision se brouilla. Mon corps, épuisé, céda. Je m'écroulai dans ses bras, sentant enfin le poids de la nuit et de la peur m'abattre.
La fatigue avait vaincu la peur. Elle avait drainé toutes mes forces et, pour la première fois depuis notre fuite, je m'étais évanouie. Je me suis réveillée sous un drap rugueux, une odeur de thé chaud flottant dans l'air. Ma tête pulsait et, pendant un instant, j'ai cru être encore dans ce cauchemar. Puis le souvenir m'a frappé comme un coup de poing. Mes yeux se sont ouverts brusquement. Je me suis redressée d'un mouvement brusque. La religieuse était assise à côté de moi, le regard calme mais attentif. « Tu dois te reposer », dit-elle doucement. Ma mère, ma voix est sortie faible, presque un murmure. « Nous n'avons pas encore de nouvelles », répondit-elle. Le monde s'est figé autour de moi. Le désespoir montait dans ma gorge. Ma mère était encore dehors. Je devais faire quelque chose. Et Jeanne, ma sœur ? La religieuse désigna un coin de la chambre. Mon cœur se serra en voyant Jeanne recroquevillée dans une couverture, endormie. Un souffle de soulagement me traversa. Elle était là, en sécurité. Je me suis approchée doucement, mes jambes tremblantes, et me suis agenouillée à côté d'elle. J'ai pris sa petite main chaude dans la mienne. Elle bougea un peu et ouvrit les yeux lentement. « Tu es revenue » murmura-t-elle, la lèvre tremblante. « Je suis revenue, ma fleur. » Elle se jeta dans mes bras comme si elle ne voulait plus jamais me laisser partir. À ce moment-là, seulement à ce moment-là, j'ai osé croire qu'il pouvait y avoir encore de l'espoir. Mais une question me hantait toujours, plus lourde que tout, où était ma mère ? Et la reverrions-nous un jour ? Après cette nuit, le temps au couvent a changé. Chaque instant semblait suspendu, l'attente de notre vie ici devenait un poids à la fois doux et insupportable. La peur persistait, tapie dans l'ombre de chaque sourire, dans le silence des couloirs. Chaque matin était un tourment, chaque nuit un vide froid et cruel. Jeanne était en sécurité. Oui. Mais ma mère était encore dehors. J'essayais de m'occuper avec les tâches que les religieuses nous donnaient. Je lavais le linge jusqu'à ce que mes doigts se fendillent. Je balayais les couloirs jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. Je cuisinais même sans faim. Mais rien n'y faisait. Mes pensées revenaient toujours à la même question, au même tourment qui me rongeait de l'intérieur. Était-elle vivante ? Je craignais de poser la question. Je craignais d'entendre la réponse. Le village était petit, et chaque nouvelle se répandait vite, pourtant, pour une raison obscure, personne ne parlait d'elle. Madame Marlin fut la seule à essayer de chercher des informations. « Rien, petite », me dit-elle un jour, assise dans la cuisine, un café fort à la main, le regard plein de pitié. Personne ne l'a vue, personne n'a entendu parler d'elle. Puis elle soupira. « Et ton père ? Il continue de poser des questions, mais il semble plus calme maintenant. » Un frisson glacé me traversa. Qu'est-ce qui aurait pu faire arrêter mon père ? Qu'est-ce qui aurait pu le calmer enfin ? Je ne voulais pas penser à la réponse. Jeanne était mon ombre. Elle me suivait partout dans le couvent, s'accrochant à ma jupe chaque fois qu'une religieuse passait près d'elle. Elle parlait peu, mais je savais ce qui se passait dans sa petite tête. Elle aussi attendait que notre mère revienne. Les jours devinrent des semaines, et rien ne changea. Jusqu'à ce matin-là. Alors que nous frottions les chiffons dans le bassin du réfectoire, une religieuse apparut à la porte, le visage différent, pressé. « Viens avec moi », me dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Mon estomac se noua. Je laissai tomber le chiffon savonneux dans l'eau et la suivis sans rien dire. Jeanne courait derrière moi, haletante. La religieuse nous conduisit jusqu'à l'entrée du couvent où Madame Marlin se tenait, les mains crispées sur son tablier, le visage tendu. Mon cœur s'accéléra. Que se passait-il ? Elle hésita un instant, et ce simple silence me fit flancher les jambes. Ta mère, sa voix s'éteignit presque. Je retins ma respiration. Elle est vivante, dit-elle enfin. Le monde autour de moi s'est arrêté. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, incapable de saisir pleinement le sens de ces mots. Où est-elle ? Ai-je demandé, la voix tremblante. Madame Marlin baissa les yeux. À l'hôpital du village, murmura-t-elle. Ma poitrine se serra comme si quelqu'un l'écrasait. Je n'ai même pas demandé ce qui s'était passé. Je savais. Mon père. Il ne laisserait jamais s'échapper sa proie sans laisser de traces. Je veux la voir, dis-je déjà en mouvement. Je vous y conduis, répondit Madame Marlin. Mais prépare-toi. Ces mots étaient un avertissement silencieux qui fit battre mon cœur plus vite. Je pris une profonde inspiration, serrai la main de Jeanne, et pour la première fois depuis mon retour, nous quittâmes le couvent. Le chemin vers l'hôpital fut le plus long de ma vie. Chaque pas faisait résonner mon cœur dans ma poitrine. Mon esprit inventait les pires scénarios, et si elle n'avait pas survécu ? Et si,
Quand nous arrivâmes, l'odeur de désinfectant et de terre humide me donna la nausée. Les murs blancs étaient glaciales, comme si ce lieu ne respirait que la maladie et les adieux. Une infirmière nous guida jusqu'au fond du couloir, jusqu'à une chambre baignée d'une lumière timide. Et là, elle était. Ma mère. Allongée sur le lit, plus maigre que jamais, les bras couverts d'hématomes, une coupure sur le front encore en train de cicatriser. Sa respiration était lente, chaque souffle semblait une lutte. Mes yeux se remplirent de larmes avant même que je ne bouge. Maman. Elle tourna faiblement la tête vers moi. Un sourire fragile apparut sur ses lèvres gercées. Ma petite fille. Je me précipitai vers elle, incapable de réfléchir. Je pris sa main, délicatement, comme si elle allait se briser. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Ma voix se brisa. Elle poussa un court soupir, les yeux fatigués mais remplis de force. Il a essayé de me tuer. Ma respiration s'arrêta. Mais elle était là. Elle avait survécu. Elle serra ma main avec le peu de force qui lui restait. Il n'y est pas arrivé, ma fille. Ces mots portaient plus que leur sens. Ils signifiaient victoire. Elle était vivante. Elle avait gagné. Je voulais pleurer. Je voulais crier. Je voulais la serrer contre moi et ne plus jamais la lâcher. Mais tout ce que je fis fut de tenir sa main et de hocher la tête. Ma mère ne serait plus jamais prisonnière de lui. Nous trois ne retournerions jamais dans cet enfer. Le monstre ne nous aurait plus jamais. Notre liberté avait coûté cher, mais maintenant, elle était enfin à nous.